Bonsoir à tous et bienvenue dans votre édition de 22 heures. Voici les grands titres de l'actualité. Sauvetage réussi, l'équipage du navire MV Isastar attaqué en mer Rouge a été secouru aujourd'hui. Le Hadrissé inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Vous entendrez la ministre de la Culture dans une minute. Au Liban, 12 violations israéliennes du cessez-le-feu ont été donc signalées. L'autorité des ports et des zones franches a mené aujourd'hui avec succès une opération d'assistance à l'équipage du MV Isastar, victime d'une situation de détresse signalée la veille. Hier, ce navire à bâton à pavillon panaméen a lancé un appel de détresse après avoir été attaqué en mer Rouge entre le Yémen et l'Érythrée et avoir subi une grave inondation dans la salle des machines. Face à cette urgence, le capitaine a annoncé que l'équipage envisageait d'abandonner le navire, laissant derrière eux leur effet personnel, y compris leur passeport. Eh bien, le MV Isastar transportait des machines de la mer Adriatique en Europe, en Indonésie, mais ne contenait aucune cargaison dangereuse, comme l'a confirmé son capitaine. À bord se trouvaient 20 membres d'équipage, 15 Indiens, un Vietnamien, un Indonésien, un Népalais et 2 Sri Lankais. En réponse à l'appel du capitaine, une opération de sauvetage coordonnée par Aspid a été donc rapidement mise en place. Tous les membres de l'équipage ont été secourus et transportés à Djibouti, le port sûr le plus proche, avant d'être transférés à bord du remorqueur Barkhad Gourad Hamadou. En tant que signataire de la convention SOLAS de 1974, Djibouti réaffirme son engagement indéfectible à venir en aide aux navires en détresse. Monsieur Aboubakar Omar Hadi, président de l'autorité des ports et des zones franches, a rappelé que la sécurité et le bien-être des marins sont essentiels pour garantir la continuité et le bon fonctionnement du commerce maritime. Nous l'écoutons. Les Bondiers nous a positionné cette position géographique. Donc, Bab el-Mandeb, on doit secourir tous les marins en détresse. Nous sommes là pour ça. Et on ne va pas déménager demain. Le navire hôpital chinois l'Arche de la Paix a accosté à Djibouti pour une visite amicale de 7 jours dans le cadre de la mission Harmonie 2024. Cette initiative vise à offrir des services médicaux aux résidents locaux tout en renforçant les liens d'amitié et de coopération entre la Chine et les pays partenaires. Lors de la cérémonie officielle d'accueil, plusieurs personnalités djiboutiennes étaient présentes, dont le président de l'autorité des ports et des zones franches et le colonel Waes Omar Bourrek, commandant des gardes-côtes. Cette escale est la troisième du navire à Djibouti, après celle de 2010 et 2017. Pendant son séjour, l'équipe médicale à bord, composée de spécialistes expérimentés, propose des consultations, diagnostics et traitements aux habitants. Dernière escale africaine avant de poursuivre son voyage en Asie. Cette visite illustre l'importance stratégique de Djibouti en tant que hub régional, tout en témoignant de l'engagement de la Chine à renforcer ses liens avec l'Afrique à travers des initiatives humanitaires. Le colonel Waes Omar Bourrek, commandant des gardes-côtes djiboutiens, a salué l'arrivée de l'Arche de la Paix, soulignant le rôle clé de Djibouti en tant que plateforme régionale pour les initiatives humanitaires et médicales. Il a également exprimé sa gratitude envers la Chine pour son soutien constant aux pays africains, notamment à travers des missions comme Harmonie 2024. Et de son côté, M. Aboubakar Omar Hadi, président de l'autorité des ports et des zones franches, s'est réjoui de cette visite, mettant en avant son importance dans le renforcement des relations bilatérales sino-djiboutiennes. Il a également insisté sur la portée humanitaire de cette mission
qui apporte des soins essentiels à la population locale tout en consolidant les liens d'amitié entre les deux pays. À la une également, le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awali, accompagné d'une forte délégation, a participé au segment ministériel de la 16e conférence des parties COP16 de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Cette conférence est tenue du 2 au 13 décembre à Riyad et a rassemblé des représentants gouvernementaux, des experts, des organisations internationales et des acteurs de la société civile. Les discussions ont porté sur les défis mondiaux liés à la désertification, à la dégradation des terres et à la sécheresse. Selon un rapport présenté lors de la conférence, les sécheresses aggravées par la détérioration des écosystèmes pourraient affecter 3 personnes sur 4 d'ici 2050. Les coûts annuels liés à ces phénomènes dépassent déjà 307 milliards de dollars à l'échelle mondiale, soulignant l'urgence d'investir dans une gestion durable des terres et des ressources en eau. L'engagement donc de Djibouti pour un avenir durable. Et lors de cet événement, le ministre de l'Agriculture a réaffirmé la détermination de Djibouti à lutter contre la désertification. À l'écoute. Cette assemblée nous a réunis pour lutter contre la désertification et trouver des solutions. Nous avons constaté que le palmier dattier constitue la colonne vertébrale pour lutter contre la désertification principalement. Parce qu'il a la tête au soleil et les pieds dans l'eau. Dans l'Afrique subsaharienne, ce n'est pas l'Arabie saoudite ou les pays du Golfe. Il faut, d'après la FAO, expérimenter. Nous avons expérimenté pour les palmiers dattiers. Après 5 années de recherche, nous sommes parvenus à multiplier par tissue culture le méjoule, la meilleure variété du monde jusqu'à ce jour. Nous disposons d'un laboratoire de multiplication des palmiers dattiers. Maintenant, nous faisons 20 000. Ça, c'est le palmier dattier. Concernant les petits animaux qui nomadisent le désert comme le Sahara, parce que nous aussi, on a un désert qu'on appelle le désert volcanique, qui est un désert où l'écosystème aride, 150 mm d'eau par an. Les chèvres, nous avons privilégié les chèvres qui ne demandent pas beaucoup d'aliments du bétail. Ces chèvres, nos chèvres locales, malheureusement, ils ne donnent qu'un demi-litre par jour. Nous avons importé du Kenya, notre pays ami frère, des variétés alpines qu'on appelle. Nous avons croisé et nous sommes parvenus après 3 ans à avoir une production laitière de 3 litres par jour. Je vous le disais à l'instant, le Har Isseh, patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Hier, le comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO a inscrit le Har Isseh, système traditionnel de gouvernance et de gestion des conflits des Somalis Issa, sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Cette décision a été adoptée lors de la 19e session du comité qui s'est tenue au Paraguay du 2 au 7 décembre. Djibouti célèbre cette reconnaissance, fruit d'un travail collectif associant le ministère de la Jeunesse et de la Culture, des experts locaux, des membres de la communauté somali-issa, ainsi que les gouvernements de l'Éthiopie et de la Somalie, avec le soutien de l'UNESCO. Eh bien, le Har Isseh incarne des valeurs universelles telles que la justice, la paix et la solidarité, transmis oralement de génération en génération. Ce système repose sur le rôle central du chef spirituel, l'Ougas, et d'un conseil des anciens, le Goudi, qui assure la gestion des conflits et la cohésion sociale au sein de la communauté. La délégation djiboutienne, conduite par la ministre de la Jeunesse et de la Culture, a joué un rôle clé dans ce succès. Je propose de suivre un extrait de son discours. C'est avec une immense fierté que je prends la parole aujourd'hui au nom du gouvernement et peuple djiboutien pour exprimer notre reconnaissance sincère au comité pour sa décision d'inscrire le Har Isseh
sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Je vous transmets aussi la fierté et la gratitude de toutes les communautés somali-issa vivant dans les 3 pays, Éthiopie, Djibouti et Somalie, mais également présents dans les 4 coins du monde. Cette proclamation historique marque l'aboutissement d'un long processus témoignant de l'implication collective et participative de nos 3 pays soumissionnaires. Surtout grâce à l'initiative et l'engagement des communautés somali-issa. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à ce succès que nous célébrons aujourd'hui. Qu'il s'agisse des auteurs, des intellectuels, des chercheurs, des experts en patrimoine culturel ou encore des autorités publiques, privées et associatives qui ont soutenu ce dossier. Leur dévouement a permis de faire rayonner une partie essentielle de notre patrimoine culturel immatériel. Mesdames et messieurs, le HER est un contrat coutumier traditionnel qui régit les interactions sociales, économiques et politiques des communautés somali-issa, à Djibouti, en Éthiopie et en Somalie. Élaboré dans un contexte pastoral, il s'appuie sur des principes collectifs pour garantir une gestion équitable des ressources naturelles, en particulier dans les environnements arides et semi-arides. Ce système est centré sur un chef spirituel élu, l'Ougas. Je salue d'ailleurs ici Ougas Mustafa, dont le rôle est de présenter les communautés somalissa et d'arbitrer les différends, avec l'appui d'un conseil des anciens, Bouti, et d'un comité exécutif, Gandé. Le HER valorise des valeurs universelles comme la préservation de la paix, l'hospitalité, la solidarité, la justice et la résolution des conflits par le consensus, tout en préservant l'équilibre entre les besoins humains et les impératifs environnementaux. Le HER a traversé le siècle en maintenant un fort sentiment d'identité collective parmi les Somalis-issa, notamment en assurant l'égalité de ses membres devant la loi coutumière. Cette reconnaissance par l'UNESCO constitue une étape essentielle pour garantir sa renommée universelle. Et dans l'actualité également, le Sheraton Hotel a accueilli hier un dialogue national sur les politiques agricoles et l'adaptation au changement climatique, présidé par le secrétaire général du ministère de l'Environnement et du Développement durable, Dini Abdallah Omar. Eh bien, cette rencontre visait à offrir une plateforme aux parties prenantes pour intégrer les données climatiques et les projections dans le plan national d'adaptation et d'autres cadres nationaux. Elle a permis de présenter les résultats des modélisations climatiques spécifiques à Djibouti, d'éclairer les politiques d'adaptation, de formuler des recommandations stratégiques et d'instaurer un cadre inclusif de coopération réunissant plus de 60 participants, dont les représentants gouvernementaux, des acteurs privés, des universitaires et des organisations internationales. Ce dialogue s'inscrit dans le programme panafricain visant à promouvoir une agriculture et une énergie résiliente au changement climatique en partenariat avec Ernst & Young. Le secrétaire général du ministère de l'Environnement a souligné l'engagement de Djibouti dans la lutte contre le changement climatique et le développement durable. On l'écoute. Mesdames et messieurs, sous l'impulsion de son Excellence, M. Ismaël Marguerite, président de la République de Djibouti et président en exercice de l'IGAD, la République de Djibouti s'est résolument engagée dans la lutte contre le changement climatique et pour le développement durable. Pour concrétiser cet engagement, le gouvernement de Djibouti s'est attelé à la mise en œuvre de politiques pertinentes, stratégies et programmes de développement socio-économique durable et sobre en carbone pour contribuer à la réalisation de l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris, des objectifs de développement durable, les objectifs du cadre de création de Sendai, pour la réduction des risques et des catastrophes, ainsi que l'agenda 2063 de l'Union africaine et la vision 2035 de Djibouti. Ainsi, dans sa contribution nationale déterminée, Djibouti s'est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 40% à l'horizon 2030 par rapport au scénario de référence. Pour ce faire, le pays a mis en œuvre des actions concrètes et orientées vers des technologies propres ou le développement des énergies renouvelables telles que la géothermie, l'éolien et le solaire. Dans cette optique, plusieurs projets d'atténuation au changement climatique sont finalisés, notamment le parc éolien de Goubet, l'interconnexion électrique avec l'Éthiopie et la construction de la ligne ferroviaire Djibouti-Addis Abeba, ou sont en cours de finalisation tels que le projet solaire de Bara et la géothermie, démontrant ainsi la volonté politique du gouvernement et sa détermination à contribuer à l'effort mondial d'atténuation des émissions
des gaz à effet de serre. Toutefois, l'adaptation est une priorité absolue pour la République de Djibouti, dont l'objectif est de réduire la vulnérabilité aux effets néfastes du changement climatique en renforçant la capacité d'adaptation et la résilience de sa population, de son économie et de ses écosystèmes naturels. Dans ce cadre, des avancées significatives ont été enregistrées en matière de restauration des écosystèmes dégradés, de mobilisation des eaux de surface et des eaux souterraines, de développement des périmètres agro-pastoraux, ainsi que de renforcement des systèmes d'alerte précoce et de construction d'ouvrages de protection contre les inondations. Un atelier de mobilisation pour l'engagement contre les violences faites aux femmes et aux filles s'est tenu aujourd'hui dans la commune de Belbela. Cet événement majeur a été co-organisé par le Fonds des Nations Unies pour la population, le ministère de la Santé, la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, la commune de Belbela et l'Agence italienne de coopération pour le développement. L'objectif principal de cet atelier était de renforcer l'engagement communautaire et institutionnel dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Les participants provenant de divers secteurs ont abordé des thèmes essentiels tels que la prévention, la prise en charge des victimes et la sensibilisation aux droits des femmes et des filles. Au cours de l'atelier, plusieurs interventions ont souligné l'importance d'une approche multisectorielle pour éradiquer les VBG. Le ministère de la Santé a mis en avant la nécessité d'améliorer l'accès aux services de santé pour les victimes. La Commission nationale des droits de l'homme a rappelé l'importance de garantir le respect des droits humains et réaffirmé son engagement inébranlable en faveur de la protection des droits des femmes et des jeunes filles. Dans cette optique, la CNDH s'engage à promouvoir des actions de sensibilisation à grande échelle sur les droits des femmes, encourager les hommes à se positionner comme partenaires dans la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles, veiller à la mise en œuvre effective des lois protégeant les victimes de violences et collaborer avec toutes les parties prenantes pour garantir un environnement sûr, inclusif et respectueux des droits humains. Et à l'issue de la cérémonie, le président de la commune de Belbela et le président de la CNDH ont signé une convention de collaboration pour la création d'une antenne locale de la CNDH à Belbela. Un bureau donc sera ainsi établi pour gérer les plaintes et doléances des citoyens, facilitant l'accès donc au service de la CNDH. Et écoutons le président de la Commission nationale des droits de l'homme a indiqué dans son intervention l'objectif de renforcer l'engagement communautaire et institutionnel dans la lutte contre les violences basées du genre. Autre information, le centre d'instruction Cheikh Moussa de la gendarmerie nationale situé au PK 23 a été le théâtre mercredi de la cérémonie de clôture conjointe des différentes formations dispensées par des instructeurs des carabiniers italiens au personnel de la gendarmerie nationale. Eh bien, cet événement a marqué l'aboutissement de plusieurs semaines de formation intensive axée sur le maintien et le rétablissement de l'ordre, la protection des hautes personnalités, le constat d'accidents ainsi que le monitorat en conduite de véhicules légers et en motocyclisme. Ces formations ont renforcé les compétences des gendarmes tout en consolidant les liens de coopération entre les forces de sécurité. La cérémonie s'est déroulée en présence de personnalités de haut rang, notamment le général de corps d'armée Mario V, représentant le commandant général des carabiniers italiens, le colonel Zekeri Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, ainsi que Agostino Apalese, ambassadeur d'Italie en Éthiopie. Ces autorités ont co-présidé la cérémonie mettant en lumière l'importance de la coopération bilatérale et saluant l'excellence professionnelle des forces de sécurité. Et après les honneurs rendus au drapeau italien et djiboutien et une revue des troupes empreinte de respect et de solennité, les autorités présentes ont remis des certificats aux stagiaires récompensant leur engagement et leur assiduité tout au long de cette formation. Dans son allocution, le général 5 a souligné l'importance stratégique de la coopération entre les carabiniers italiens et la gendarmerie nationale dans le domaine de la sécurité. Il a mis en avant les avantages mutuels de cette collaboration qui va au-delà du simple transfert de compétences techniques et tactiques en contribuant à renforcer les liens d'amitié et de solidarité entre ces deux institutions sœurs.
Et de son côté, le colonel Zakaria Hassan a rappelé que cette coopération contribue à l'amélioration de l'efficacité opérationnelle des gendarmes tout en garantissant un partage de savoir-faire essentiel face aux défis sécuritaires actuels. Nous l'écoutons. Nous rassemble ce matin marque la fin des différentes formations conduites dans le cadre de la Miadit 21 au profit des diverses unités de notre institution. Le programme Miadit, qui n'est plus à présenter, matérialise le partenariat solide en l'arme des carabinieri d'Italie et la gendarmerie de Djibouti qui permet chaque année la formation d'un grand nombre de nos personnels. Cette année, c'est au total 258 gendarmes issus des diverses unités de la gendarmerie qui ont été instruits dans plusieurs domaines, notamment le maintien de l'ordre, la formation des moniteurs de conduite automobile, la conduite motocycliste, la formation en police judiciaire des gendarmes féminins, la gestion des déchets environnementaux pour le groupement judiciaire, le constat d'accidents. Le programme IADIT dans la portée textuelle reste particulièrement important pour le haut commandement de la gendarmerie djiboutienne du fait qu'il est continuellement adapté de commun accord aux besoins de notre institution et de nos personnels. Cette 21e édition, de par les comptes rendus qui me sont remontés, a atteint ses objectifs et participé utilement au renforcement de nos capacités, des capacités de nos personnels. La contribution de l'arme des carabinieri est particulièrement appréciée pour la préparation au déploiement de rotation de notre contingent engagé en République centrafricaine. Mon général, permettez-moi de saisir cette opportunité pour témoigner la gratitude de la gendarmerie nationale de Djibouti à l'endroit du général du corps d'armée Salvatore Liongo, commandant général de l'arme des carabinieri italienne, dont la nomination est intervenue lors de sa visite dans ce même centre pour tout le soutien apporté par les experts carabinieri dont l'engagement est remarquable, plaide pour un développement des liens fraternels. Enfin, je voudrais dire aux stagiaires, tout en les félicitant pour leur assiduité et leur sérieux, que désormais, il leur appartient de préserver les connaissances acquises durant ces formations afin de mieux servir notre institution et notre patrie. Avant de clore mes propos, je réitère toute la gratitude et la pleine satisfaction de la gendarmerie de Djibouti quant à l'excellence de cette belle coopération et du soutien multiforme que nous accorde le haut commandement de l'arme des carabinieri. Je vous remercie de votre attention. Et la cérémonie a culminé avec une démonstration réalisée par un contingent de la gendarmerie nationale en préparation pour une mission de maintien de la paix en Centrafrique. Cet exercice centré sur le maintien et le rétablissement de l'ordre a permis de mettre en avant les compétences pratiques acquises par les stagiaires lors de la formation. L'excellence opérationnelle des gendarmes djiboutiens a été applaudie par les autorités présentes, témoignant de la pertinence des enseignements dispensés. À l'issue de la cérémonie, les autorités et officiers supérieurs des deux institutions se sont rendus au centre de conférence où les deux chefs militaires ont échangé sur les solides liens de coopération et les projets communs en cours. Le général italien, représentant le commandant général des carabiniers italiens, a remercié chaleureusement le chef d'état-major de la gendarmerie nationale pour son accueil et son engagement en faveur du renforcement de cette collaboration. Les activités se sont conclues par un échange de prison entre les deux chefs militaires et une photo de groupe. Cette coopération, fruit d'un long partenariat marqué par de multiples actions de formation, témoigne de l'approfondissement des relations entre les deux corps de sécurité dans les domaines de la sécurité et du maintien de la paix. Elle constitue également un jalon significatif dans le développement des compétences, des ressources humaines et de la gendarmerie nationale.
Dans le reste de l'actualité, l'Université de Djibouti a accueilli la 3e édition de la GK Chère Lecture, organisée par l'Agence japonaise de coopération internationale, animée par le professeur Shinoda, expert en politique étrangère à l'Université de Tokyo. La conférence a exploré les leçons de l'histoire japonaise, notamment la reconstruction de la paix après Hiroshima. Le professeur a établi des parallèles entre la résilience du Japon et les défis de la Corne de l'Afrique, en soulignant l'importance du dialogue pour renforcer les institutions et consolider la paix. L'événement a rassemblé étudiants, responsables et membres de la société civile et a mis en avant l'importance de la coopération entre Djibouti et le Japon, notamment dans les domaines de l'éducation et de la recherche. Cette initiative illustre l'engagement de la JICA en faveur de la paix, du développement durable et de la solidarité internationale. Dans le cadre des 16 jours d'activisme en collaboration avec l'Union européenne, l'Union nationale des femmes djiboutiennes a organisé des campagnes de sensibilisation axées sur les violences basées sur le genre, y compris les mutilations génitales féminines. Dans cette optique, l'UNAFD a accueilli aujourd'hui une importante rencontre à laquelle ont participé le secrétaire général, l'ambassadrice de l'Union européenne, la représentante de l'UNICEF, le préfet de la région, le vice-président du conseil régional, le sous-préfet de la localité de As'ila, ainsi que de nombreux habitants de la localité. Objectif de la campagne, sensibiliser, informer et prévenir les différentes formes de violences basées sur le genre, qu'elles soient physiques, verbales, psychologiques ou économiques, en mettant particulièrement l'accent sur les MGF. Et à renforcer la prise de conscience autour des lois et pratiques coutumières afin de promouvoir leur adaptation aux droits humains et à l'égalité des genres. La secrétaire générale de l'UNAFD a pris la parole et a indiqué « Nous sommes ici aujourd'hui pour réaffirmer notre engagement à lutter contre toutes les formes de violence basées sur le genre en mettant un point d'honneur à protéger les femmes et les filles de notre pays. » Il a également ajouté « Il est de notre devoir collectif d'éduquer, de sensibiliser et de mobiliser donc afin d'éradiquer les pratiques néfastes comme les mutilations génitales féminines tout en promouvant une égalité réelle entre les genres. Heureuse d'être ici, comme vous avez dit, Madame la secrétaire générale, Monsieur le préfet, Mesdames et Messieurs les autorités en vos rangs et qualités, car je comprends que c'est la région de l'unité. Et pour avoir travaillé dans ces endroits très difficiles, je peux vous dire que la paix et l'unité sont vraiment la chose la plus importante. Je sais comme c'est important de l'avoir et vous l'avez déjà ici. Et en outre, Djibouti est reconnue comme une île de paix entourée par beaucoup de conflits ou alors par des, comme on dit, des bruits de bottes de conflits. Et c'est pour cela, je pense qu'avec cet esprit d'unité, qui sans doute il est basé sur le dialogue, sur des échanges, comme celle qu'aujourd'hui la dynamique animatrice est en train de mettre maintenant en route. C'est ça qui est aussi, je pense, la voie pour adresser cette épineuse question des violences faites aux femmes, les aspects économiques, sociaux, les aspects des droits. Mais moi, je suis médecin et je peux vous dire, et il y a ici le confrère, le directeur du centre régional de santé, il peut vous dire comme la vie d'une jeune fille est en danger quand elle doit accoucher alors qu'elle a subi une mutilation génitale. Et je peux témoigner, qu'est-ce que ça veut dire pour une femme d'accoucher dans ces conditions. Et je suis vraiment émue par l'histoire que Madame l'ambassadeur a partagée avec nous, parce qu'on a parlé beaucoup de la santé, de la sécurité des femmes et filles, mais moi je parle de la souffrance.
Parce que moi, j'ai entendu probablement 1000 histoires des femmes qui m'ont raconté leur histoire, qui ont été touchées par les MGF. Et ça me touche, parce que c'est une pratique néfaste qu'il faut abandonner. Et je suis vraiment fière de voir tous les religieux, les hommes, les femmes unis à As'ela pour mettre fin à la pratique néfaste qui touche beaucoup de vies des femmes et des filles. Ensemble, on est là. L'UNICEF est à vos côtés et c'est bien sûr pas seulement une question des droits de la fille, des droits de la femme, c'est aussi une question pour toute la communauté. Parce que si on peut sauver aujourd'hui toutes les filles, c'est un gagne pour vous tous, pour la communauté, pas seulement pour les filles et pour les femmes. Merci beaucoup et félicitations. L'UNICEF a récemment mené une mission de terrain à Addis Abeba dans le cadre de ses actions en faveur des droits des enfants. Cette mission visait à mieux comprendre les défis auxquels sont confrontées les communautés locales, notamment en ce qui concerne la santé maternelle et infantile, la nutrition et la lutte contre les mutilations génitales féminines. La délégation dirigée par la représentante de l'UNICEF à Djibouti a été chaleureusement accueillie par le préfet de la ville, Abdelmalik Mohamed Benoïta, ainsi que le président du conseil régional, Chelmaki Hassan. Cette rencontre a permis de souligner l'importance de l'initiative de l'UNICEF pour les communautés locales et de renforcer la coopération pour faire face à ces enjeux. La mission a débuté à Ali Adé où des échanges ont eu lieu avec les coordinateurs des comités de gestion locaux. Ces échanges ont permis de recueillir des informations sur les besoins des communautés et les initiatives locales pour améliorer les conditions de vie des populations. À Danan, la délégation a visité une école rurale intégrée ainsi qu'un centre de santé, 2 infrastructures essentielles au développement de la région. Ces établissements donc jouent un rôle fondamental dans l'amélioration de la santé et de l'éducation qui sont des leviers du développement durable pour la région. Le 3 décembre dernier, la délégation s'est rendue à Holhol où elle a visité un centre de santé local et un camp de réfugiés. Lors de cette visite, la représentante de l'UNICEF à Djibouti, Madame Dastel, a pris le temps d'échanger avec les jeunes réfugiés dans une démarche d'écoute et de dialogue, soulignant ainsi l'importance de l'inclusion et de l'accès aux droits fondamentaux pour tous les enfants, y compris ceux en situation de déplacement. Et à travers cette mission, l'UNICEF continue d'œuvrer pour protéger les enfants, défendre leurs droits et leur permettre d'atteindre leur plein potentiel. Écoutons justement la représentante de l'UNICEF à Djibouti. Je suis vraiment très ravie d'être ici dans la sous-préfecture de Holhol, à côté du sous-préfet et Madame la directrice ad interim. On est en train de clôturer une mission de l'UNICEF avec toutes les autorités de 3 jours et je voudrais saluer aussi le préfet, le président du conseil régional et toutes les autorités qui ont été à côté de nous pour préparer cette mission. On a visité plusieurs endroits. Et on a visité beaucoup de programmes. Parmi ça, c'était à Ali Sabié, Ali Adé, à Danan et maintenant ici à Holhol. On a visité les programmes pour les enfants dans chaque secteur, la santé, la nutrition, l'eau, l'assainissement, l'hygiène, l'éducation, aussi la protection. Et je voudrais vraiment saluer et féliciter les autorités pour tous les résultats qui ont été atteints. Je suis très très fière. Toujours dans le cadre des 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, en partenariat avec le Fonds des Nations Unies pour la population, a organisé une formation à l'attention du comité de gestion communautaire de Tadjoura. Eh bien, présidée par Rouria Youssouf Ali, secrétaire générale adjointe de l'UNFD, cette session a été animée par Mme Hawa Mohamed Ali et Amina Goudale Mohamed, formatrice de l'UNFD, ainsi que Khadra Ahmed Ali, représentant de l'UNFPA. Cette initiative vise à renforcer les compétences locales pour prévenir les violences basées sur le genre et soutenir les victimes. Les participants, en tant que relais communautaires, ont été formés à sensibiliser, orienter et protéger les populations vulnérables, en particulier les femmes et les filles. Eh bien, ce programme s'inscrit dans une campagne nationale qui couvre les 5 régions de l'intérieur avec donc l'objectif de promouvoir une société inclusive, respectueuse des droits humains et libre de violence. Cette formation, la présentation de la cartographie qui a été faite en août 2024. Et l'objectif de notre formation aujourd'hui déjà, c'est de renforcer
ce comité-là, nous outillons comment faire la référence de comment le mécanisme de coordination allait s'effectuer. Nous avons introduit le paquet de services essentiels liés aux 3 secteurs de prise en charge, à savoir le secteur de la santé, la justice et le social. Inch'Allah, dans la prochaine étape, là, nous allons ramener le système de GBV AMS, qui est un système de gestion de collecte de données, qui est multisectoriel et intersectoriel, et qui permettra de faciliter la coordination des équipes de coordination au niveau régional et au niveau de la capitale, afin d'avoir des données nationales. Écoutons à présent les interventions d'abord du vice-président du conseil régional de Tadjoura, suivi de celle du préfet de la ville. Cet atelier nous a permis de comprendre le déroulement de la plateforme qui a été mise en place pour nous permettre de savoir comment avancer en tant que comité, mais aussi de coordonner avec les secteurs, les ministères sectoriels qui font partie du comité. Donc cette plateforme, l'implication des ministères et des institutions à leur niveau va renforcer sans aucun doute cette cellule, parce que ce n'est pas une chose mince quand on parle de viol et de tout ce qui touche aux personnes. Donc je pense que nous avons appris beaucoup de choses que nous ne savions pas auparavant, qui va nous permettre... La principal objectif étant la gestion. Si on parle de la gestion, d'abord il faut qu'il y ait une base de données, qu'on récolte toutes les informations relatives à la violence, qu'il soit homme ou femme, et de là, les analyser, les répertorier et puis les prioriser, et par la suite mettre en place une stratégie pour pouvoir mettre en place cette stratégie, la mise en œuvre, qu'elle soit effective par la suite. Nous espérons que cet atelier a été enrichissant et que dorénavant, vous avez été outillés en termes de gestion sur 3 thématiques qui ont été énumérées, sur le social, sur la prise en charge de santé, et puis la 3e, et sur la justice. Arta, cette fois, une formation s'est tenue au Sunny Hill Center dans le cadre du projet Participation de la société civile à la gouvernance et au développement local à Djibouti. Soutenu financièrement par l'Union européenne et mis en œuvre par l'Association internationale des maires francophones, cet atelier visait à établir un cadre de dialogue et d'échange d'expériences entre les organisations de la société civile locale et les collectivités territoriales afin de renforcer la coopération pour un développement local harmonieux et durable. L'objectif principal de la formation était de poser les bases d'une collaboration structurée entre les OCS et les collectivités territoriales en encourageant des échanges pratiques et des études de cas qui facilitent une meilleure coordination et une implication plus forte des acteurs locaux dans les processus de développement. Et les collectivités territoriales sont essentielles pour relever les défis complexes du développement local. En guise de conclusion, je voudrais retirer mon appel à chacun d'entre vous que cet atelier ne soit pas simplement une parenthèse, que les outils, mécanismes et recommandations discutées soient traduits en actions concrètes pour que les efforts de ces derniers jours produisent des impacts tangibles et durables. Ensemble, nous avons prouvé qu'il est possible de dialoguer, d'écouter et de construire dans un esprit de collaboration. Ensemble, nous pouvons bâtir des communautés plus résilientes, inclusives et prospères.
Et nous écouterons maintenant les interventions d'abord du président du conseil régional d'Ali Sébié, puis de la représentante du ministère en charge de la décentralisation. Nous sommes conscients que le développement local ne peut être pleinement réussi que si toutes les parties unissent leurs efforts dans le cadre du dialogue et des concertations. Cet atelier avait pour objectif principal de poser les bases de ces cadres afin d'instaurer une relation de confiance et de coopération entre les OSCE et les collectivités territoriales. Au cours de différentes sessions, nous avons eu l'opportunité d'analyser les enjeux de cette collaboration, d'échanger sur les pratiques déjà existantes et d'identifier ensemble les obstacles à surmonter pour une synergie plus efficiente. Je tiens à saluer la qualité des contributions suggérées par chacun d'entre vous. Vos idées, vos propositions marquées par la diversité de vos expériences et les perspectives ont permis de tracer des pistes d'action concrètes. Je tiens à vous remercier profondément chacun d'entre vous pour votre engagement et votre participation active. Votre présence ici témoigne de l'importance que vous accordez à la collaboration entre le OSC et les collectivités. Au cours de ces dernières heures, nous avons eu l'opportunité d'échanger des idées, des partages des expériences et de construire des ponts entre nos différentes entités. Je vous encourage tous à poursuivre ces échanges au-delà de cet atelier. La mise en place d'un cadre de dialogue ne se limite pas à ces quelques heures, c'est un processus continu. Le Liban accuse Israël d'avoir commis 12 nouvelles violations du cessez-le-feu, incluant des tirs d'artillerie, des incursions et des survols portant à 129 le nombre total de violations signalées depuis l'entrée en vigueur de l'accord la semaine dernière. On fait le point tout de suite avec Fardos Hussein. Il a commis 12 nouvelles violations selon l'agence de presse officielle du Liban. Les violations israéliennes ont été constatées dans le district de Tyr de Beth el-Jebel dans le sud du Liban ainsi qu'à Beyrouth. Les violations comprennent la destruction de maisons, des tirs d'artillerie, le survol du territoire libanais par des avions de guerre, des tirs et des incursions. Un drone israélien a frappé un véhicule dans la ville de Majdazoun, dans le district de Tyr, de certaines villes, dont notamment celle de Beth el-Jebel. Les avions de guerre israéliens ont également été vus en train de survoler la capitale Beyrouth et la région sud à basse altitude. Le Liban a également signalé 129 violations du cessez-le-feu depuis que l'accord est entré en vigueur la dernière semaine, dans l'espoir de mettre fin à 14 mois de combat entre l'armée israélienne et le Hezbollah. Merci de nous avoir suivis. À bientôt pour de nouvelles informations. Passez une excellente soirée.